Et ce soir, nous recevons comme invité du jour Gilles William Goldnadel. Bonsoir monsieur, merci d'être parmi nous. Alors pour vous présenter, je commencerai par dire que vous êtes éditorialiste, notamment pour Valeurs Actuelles. Également, vous avez déjà écrit des articles dans Libération, dans Le Figaro, donc relativement vaste. J'ai écrit toutes les semaines pour Le Figaro. Voilà, et vous êtes avocat, évidemment, on vous connaît également sous cette casquette-là. Vous êtes franco-israélien, israélien depuis 2000, si je ne m'abuse. Vous êtes également président de l'association France-Israël. Et pour commencer cet entretien, Monsieur Goldnadel, on a vu que le Danemark et la France venaient de subir des attentats très violents, vivaient sous la menace du terrorisme. Peut-on parler de menace islamiste? Ah oui, mais la menace islamiste, elle n'est pas nouvelle. Elle frappe en vérité depuis des années. On semble découvrir les choses. Elle a tué à Istanbul, elle a tué à Vienne, elle a tué dans de nombreuses capitales européennes depuis des années. Donc ça n'a rien de nouveau. Toutefois, je vous pose cette question tout simplement parce qu'il semble que le gouvernement ait du mal à placer un nom sur cette menace. Il parle de menace du terrorisme, néanmoins il désigne jamais l'ennemi directement. Écoutez, d'abord, ne réservez pas trop votre ire qu'au gouvernement. Les médias eux-mêmes qui impriment ou qui battent la musique ont répugné pendant très longtemps à nommer le mal. Donc oui, on avait du mal parce que dans l'islamisme, il y avait islam. Hein. D'ailleurs, pendant très longtemps aussi, on laissait à penser que les attentats venaient plutôt de l'extrême droite. Ce fut le cas à BFM TV, notamment? Non, mais même bien avant. On a fait descendre des centaines de milliers de Français dans la rue, après l'attentat contre la synagogue de la rue de Copernic, en laissant à penser que c'était la fan d'extrême droite qui avait commis... voilà, j'avais moi écrit un article dans le quotidien de Paris de l'époque, en disant qu'on se trompait. Ensuite, on a fait descendre, après l'attentat de la rue des Rosiers, à peu près dans les mêmes conditions. Ça n'est que lorsqu'on a fini par arrêter les gens que la réalité était trop forte par rapport à l'idéologie. Et même dans ces moments-là, on répugnait à appeler un chat et un islamiste un islamiste. Alors là, moi j'ai été extrêmement en colère, et c'est pour ça que j'avais commis dans Le Figaro un article qui s'appelait « Je ne marcherai pas », à propos de cette, paraît-il, magnifique manifestation du 11 janvier, mais cette manifestation du 11 janvier, ça a été une manifestation purement compassionnelle. Je ne suis pas contre le compassionnel, mais lorsque les choses ne sont que purement compassionnelles, elles deviennent non seulement inutiles, mais contre-productives. Et cette manifestation-là, dans laquelle d'ailleurs, malheureusement, les populations musulmanes, tout le monde l'a reconnu, ne sont pas descendues en masse. Cette manifestation-là, elle a été autour de la liberté d'expression qui n'était qu'un problème parmi d'autres. Quelle dimension manquait-il finalement? La dimension accusatoire, mais plutôt que le narcissique « je suis Charlie » ou « je suis je sais pas quoi », il fallait dire « je suis contre l'islamisme radical ». Ça coûtait pas très cher, c'était mûr. Alors, mais même, vous savez, vous aviez Zapatero, le Premier ministre espagnol, que je suis loin de regretter, s'enorgueillissait de dire qu'il ne parlait jamais de terrorisme proche-oriental, mais qu'il parlait de terrorisme international. Vous avez le président Hollande qui dit qu'il ne faut pas parler de l'État islamique, mais de parler du Daesh, ce qui est complètement stupide, puisque Daesh est l'acronyme d'État islamique, mais à telle enseigne que l'on a peur des mots. Donc là, on est en vérité dans une situation schizophrénique. C'est-à-dire que le lundi, vous avez un Premier ministre qui, avec un courage intellectuel, que je reconnais, que je souhaite à beaucoup d'autres, y compris à droite, parle d'islamo-fascisme ou d'islam radical, ce qui est quand même bien, mais le mardi, il va nous parler d'apartheid. Est-ce que vous comprenez bien que s'il y a une difficulté, quand le Premier ministre dit on est en guerre,
C'est vrai qu'on a du mal il a du mal à définir contre qui on est en guerre. Mais je pense aussi que cette notion qui est la sienne, c'est de refuser l'amalgame parce que l'islam, il est multiple, l'islam, il est complexe. Non, j'essaie d'être juste. Je ne fais pas de cadeau à Valls, mais j'essaie d'être juste envers lui comme j'essaie d'être juste envers n'importe qui. Valls est non seulement à gauche, mais même dans le microcosme politique français, celui qui s'est le plus mouillé par rapport à l'islam radical, qui a même parlé, ce qui était quand même couillu, pardon, d'ennemis intérieurs. Mais en même temps, même ce Valls, maintenant qu'il est Premier ministre, a mis un peu d'eau dans son vin, et je vous dis, je suis très en colère contre l'usage du mot apartheid, parce que c'est convoqué au moins au sein de l'inconscient collectif la question noire et la question blanche dans quelque chose qui n'a rien à voir. Ça veut dire qu'en gros, les Noirs ou le camp des pauvres sont à plaindre, et les Blancs ou les Occidentaux ou les Français, vous le prenez comme vous voulez, sont à blâmer. Ils convoquent un concept inepte et contre-productif parce qu'on vit juste... Il faut bien comprendre que les petits gars qui ont fait ça, qui sont dangereux parce qu'ils vivent dans les quartiers, et la grande différence avec il y a 50 ans, il y a 100 ans ou il y a 200 ans, ils ont des armes. Ça fait toute la différence, une mitraillette par rapport à un couteau. Or, ces gens-là, vous savez, ils sont nés, ce ne sont pas des barbus d'importation, ce sont des Français, ce sont des gens qu'on a créés dans les laboratoires de l'Occident masochiste, dans lequel on a infusé le bacille de la rage islamiste. Mais donc, si vous faites croire à ces gens-là, à cette population-là, à ces jeunes-là, que ce sont des victimes, mais il faudrait que ça soit des saints laïcs, pour ne pas le croire. Or, ce ne sont ni des saints, ni des laïcs. Alors, vous allez être d'accord avec Manuel Valls quand il dit qu'il souhaite qu'il y ait une réflexion, un débat qui soit organisé autour de l'islam en France. C'est un débat que vous considérez vous aussi nécessaire. Je considère tous les débats comme nécessaires. J'en ai déjà connu de plus idiots que celui-là. Et moi, personnellement, le débat sur l'identité nationale ne me révulsait pas non plus. Parce que, l'islam radical, la mise en cause de l'islam radical, qui, encore une fois, moi, je ne suis pas de ceux qui crient haro sur l'islam en général. Les choses sont plus compliquées que ça. L'histoire du code génétique du Coran qui serait consubstantiellement mauvais, je n'y crois pas. Et je disais même, d'ailleurs, aux grandes gueules, je crois hier ou avant-hier, je disais même que c'est complexe parce qu'il y a au sein de la population musulmane française, y compris les religieux, y compris les femmes voilées, des gens extrêmement bien et qui sont souvent mieux même et moins dangereux que certains beurs acculturés de banlieue et surarmés. Donc il faut faire attention. Ces gens-là, moi j'ai une vraie réflexion par rapport à l'immigration. Je ne crains pas de vous dire que je crois à l'identité de la France. Je crois que la France, je crois aux racines de la France. Je crois aux racines chrétiennes ou judéo-chrétiennes de la France. Et je dis que il faut un vrai débat. Si on n'arrête pas l'immigration, et notamment l'immigration incontrôlée, et qu'il entre encore davantage, comme ça se passe tous les jours, à partir de Lampedusa, des musulmans, même des musulmans très bien en France, eh bien, il va y avoir un déséquilibre tel que ça ne sera plus la France. Je ne suis pas dans un jugement de valeur. Ça sera peut-être moins bien, ça sera peut-être mieux. Valeur, mais vous reprenez la théorie du grand remplacement. En tous les cas, en ce qui concerne la population juive qui commence à partir et la population musulmane qui commence à rentrer, il est difficile de ne pas invalider ce concept-là sur le plan arithmétique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas craindre, parce que ça, c'est un débat extrêmement miné, que personne n'ose aborder, les problèmes d'équilibre. Je ne souhaiterais pas. Je souhaite que la France reste un pays à majorité catholique. Si c'était un pays à majorité musulmane, comme ça peut arriver, ça ne sera plus la France. Je ne suis pas dans un jugement de valeur. Si, par pure hypothèse intellectuelle absurde, mais je ne souhaiterais pas que ce soit un pays à majorité juive. Vous voyez bien que je ne suis pas dans le jugement de valeur. Il y a un pays que j'aime et qui a majorité juive qui s'appelle Israël.
qui a une propre identité. Ça n'est pas insulter les gens, ça n'est pas injurier les gens que de dire que les pays, pour exister et pour pouvoir prospérer, y compris culturellement, doivent penser à leurs racines. Or, nous avons fabriqué des gens déracinés, y compris dans les populations catholiques, qui ne savent même plus de quoi je leur parle. Voilà la réalité. Alors justement, vous venez d'évoquer Israël et la communauté juive. Pensez-vous qu'aujourd'hui les Juifs de France soient véritablement en danger? Mais je le pense malheureusement depuis longtemps. Mais bien sûr, ils sont en danger par une cruelle ironie de l'histoire. Ils sont en danger. Alors je ne suis pas sûr de mettre les choses dans l'ordre, mais ils sont en danger. Est-ce qualité de Juifs, compte tenu aujourd'hui de l'antisémitisme virulent au sein d'une partie de la population islamique, que je ne crois pas la plus nombreuse, mais d'une minorité qui n'est pas négligeable, c'est pas 2 ou 3 000 personnes, comme on dit, d'où les problèmes de police que ça pose, mais ils sont aussi en danger, si j'ose dire, en tant que super français. Le drame juif, c'est qu'il y a 50 ans ou il y a 100 ans, le juif, de manière stéréotypique, était vécu comme une manière de levantin. Et aujourd'hui, à travers les réalisations d'Israël au pays occidental, les prouesses militaires, les réalisations techniques, son positionnement politique, le juif est vécu comme un blanc au carré. Donc, à une époque où je crois, malheureusement, on est passé d'un excès à l'autre, le blanc a beaucoup de choses à se reprocher, hein, mais aujourd'hui, je l'ai écrit dans ma réflexion sur la question blanche, aujourd'hui, il existe un racisme anti-blanc. Or, le juif est vécu comme un super blanc. Donc, à la fois en tant que juif, à la fois en tant que français, le juif est la première cible à l'intérieur du racisme anti-français. Gilles William Goldnadel, il y a une dimension que vous ne citez pas, mais qui est aussi une difficulté qui peut mettre en danger, c'est le fait que, on se souvient par exemple des manifestations pro-palestiniennes de cet été, avec de très nombreux débordements de l'extrême gauche. Est-ce que vous ne considérez pas que les Français juifs subissent aussi l'expatriation, l'exportation du conflit israélo-palestinien sur le sol français, et vous ne considérez pas est-ce qu'il n'est pas nécessaire de prendre quelquefois cette distance avec la politique d'Israël? Quel est le sens de votre question? La première question, est-ce que la guerre en Palestine, israélo-palestinienne, influe sur le danger que vivent les communautés des Français juifs dans notre pays? Première question. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de cette communauté dans son implication trop forte, peut-être, son lien trop fort avec la politique d'Israël? Ça fait vraiment deux questions à la fois. D'abord, moi, dans un livre que j'ai commis il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Le nouveau bréviaire de la haine », j'ai tenté de montrer que l'antisémitisme était génial, en ce sens qu'il savait muter. C'était un virus mutant. Du temps où les Juifs n'avaient pas de pays, n'avaient pas de patrie, on moquait leur caractère apatride. Et en même temps, on moquait leur faible capacité de savoir se défendre. C'est-à-dire, en gros, le juif était un être veulé apatride. Et c'était souvent l'extrême droite qui, impressionné par la force et par son nationalisme souvent virulent, qui était à la manœuvre, d'autant plus que c'était l'extrême droite qui avait, à l'époque, la puissance médiatique. Aujourd'hui, les choses ont changé. Moi, j'ai coutume à dire, c'est ma formule, c'est l'antisémitisme qui dit aux Juifs « Dis-moi comment tu es, je te dirai comment je te hais, H-A-I-S ». Aujourd'hui, dans le nouveau stéréotype du Juif, l'antisémitisme a renversé le stéréotype. Le Juif est vécu plutôt comme un nationaliste belliqueux, à travers la critique d'Israël. Donc, et ceux qui sont à la manœuvre, ce ne sont plus l'extrême droite, mais l'extrême gauche, qui sont d'abord en majesté médiatique, qui tiennent encore aujourd'hui le haut du pavé, et qui ont une détestation particulière pour la force, pour le nationalisme, et qui également considèrent que le juif d'aujourd'hui
est, d'une certaine manière, la trahison même du juif qu'ils adoraient, puisqu'ils adorent les faibles. Ils pensent que le faible a toujours raison. Alors donc, pour eux, le juif, ils adorent le juif en pyjama rayé et ils l'abhorrent en uniforme kaki. Je parle au niveau des représentations fantasmées, hein, je ne vous parle pas de la réalité. À partir de là, vous me parlez du conflit israélo-arabe. À supposer même, pour répondre à votre question, je ne vais pas entamer la discussion sur ma vision du conflit israélo-arabe, qui se veut objective, mais qui se veut également engagée. Être engagé n'est pas forcément antinomique que d'être objectif. Mais en mettant de côté les responsabilités des uns et des autres, il n'est pas douteux que l'histoire tourmentée des Juifs de France, à partir de Vichy, à partir de la France, ou de l'État français, comme on voudra, ça nous mènerait loin, qui a vécu, non seulement les Juifs, mais les Israélites français, enfin même de vieille souche, comme des étrangers. Et à partir de la création de l'État d'Israël, qui a redonné de la fierté à tous les Juifs, en ce compris même, peut-être même les plus antisionistes. Vous savez, quand j'étais jeune, on ne se vantait pas beaucoup d'être juif. On ne la ramenait pas beaucoup avec cela. Et on est passé d'un excès à l'autre, c'est que les Juifs de France ont un peu bombé le torse à travers la réussite, par exemple, de la guerre des 6 jours, alors qu'ils n'étaient pas responsables des exploits de l'armée israélienne, que je sache. Mais il est certain que vous avez et je participe à cela, vous avez une solidarité, a fortiori compte tenu, et j'y reviendrai peut-être, du conflit israélo-palestinien et d'Israël en danger d'extermination, mais vous avez une identification aussi des Juifs de France ou des Juifs français, peu importe l'appellation, avec l'État d'Israël. Je me permets de vous indiquer que ça n'est pas antinomique au niveau de la loyauté. Je suis... non mais comprenez-moi. Est-ce que c'est un danger supplémentaire que vous n'avez pas énuméré? Pour vous répondre de manière lapidaire, à supposer même que que Israël aurait tous les torts, à supposer même que les Juifs de France auraient le tort de soutenir un État qui a tort, qu'est-ce que ça a à voir avec aller tuer des Juifs dans des magasins cachers? Est-ce qu'il viendrait à l'idée du premier Juif venu d'aller tuer des Arabes en France sous prétexte que le Hamas commet des attentats terroristes en Palestine, ou parce que, et on peut le comprendre, par une sorte de réflexe tribal que je ne renie pas, les Arabes se sentent des affinités avec les Palestiniens? La violence aveugle à l'égard de gens qui ne sont pas partie prenante à un conflit armé, c'est la définition même du racisme. En quoi peut-on légitimer aller tuer un môme dans une école juive sous prétexte que l'on voudrait venger un enfant en Palestine? C'est la définition même. Supplémentaire. Voilà. Pardon? C'est donc bien un danger supplémentaire. Ce conflit israélo-palestinien est un conflit. Ah, mais vous savez, un danger supplémentaire pour les Français juifs. Mais vous savez, de manière générale, cher monsieur, le racisme se greffe toujours sur un fait qui existe, hein, de manière générale. C'est rare qu'il jaillisse ex nihilo, mais il est certain que... D'ailleurs, Mme Merkel, que j'ai citée dans mon article du Figaro il y a 2 jours, Mme Merkel a eu une très bonne formule, et je regrette que les politiciens français, que le gouvernement français ne l'ait pas fait sienne. À savoir, elle dit, il est intolérable que les Juifs soient attaqués parce qu'ils sont Juifs ou parce qu'ils aiment Israël. Et je vous le dis très nettement, si l'enjeu serait, tel que vous le posez intellectuellement, que pour être tranquille, les Juifs devraient renier Israël, il n'y a aucune chance que ce soit le cas. Il n'y a aucune chance que ce soit le cas parce qu'il y a une solidarité naturelle, et d'autre part parce que, d'une certaine manière, compte tenu de la forme de l'antisémitisme, tel que je vous l'ai décrit,
il suffirait justement que les Juifs soient davantage affaiblis, justement, se découplant de cet état refuge par définition, pour qu'aussitôt le vieil antisémitisme reprenne couleur et vigueur. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure au début de cet entretien, vous êtes président de l'association France-Israël et vous avez demandé la nationalité israélienne, donc vous avez la double nationalité franco-israélienne, en l'an 2000, juste après des émeutes de banlieue que vous nommez d'ailleurs l'intifada des banlieues. Ouais. Récemment, Benyamin Netanyahou a conseillé aux Juifs de France de rentrer en Israël. Pensez-vous que ce message soit le bon ? Écoutez, moi je pense, et c'était toute la thématique de mon article dans le Figaro d'hier, je pense que Valls, le gouvernement français d'un côté et le gouvernement israélien ou Netanyahou de l'autre, ont joué l'exacte partition qu'il fallait jouer, à savoir que Manuel Valls est dans son rôle, et il le fait bien, que de dire qu'il souhaite que les Juifs français en danger restent et se maintiennent en France, parce que la France les aime. Et c'est vrai que l'exil, du point de vue de la France, l'exil des Juifs de France aurait, à mon avis, les mêmes répercussions que l'exil des Huguenots à une certaine époque. En même temps, Benjamin Netanyahou a dit que Israël attendait les Juifs les bras ouverts. Bah, écoutez, c'est le propre d'un responsable sioniste, c'est le propre qui a pour vocation, dans le cadre du sionisme politique, d'avoir créé une patrie pour les Juifs en danger, un État refuge, que de dire aux Juifs, d'inviter, pas de sommer, ça n'était pas une injonction. Il leur a dit simplement Israël vous attend. Imaginez dans quelle situation psychologique les Juifs de France se trouveraient, y compris ceux qui veulent absolument, coûte que coûte, se maintenir sur une terre qu'ils vénèrent, si, compte tenu encore une fois d'une histoire tragique et qui en plus fantasmée, si on leur disait c'est plus possible, quoi qu'il arrive, même si ça grave, même si c'est tous les jours, même si c'est 100 par jour, même si c'est 200 par jour, est-ce que vous imaginez dans quel état psychologique ça se passerait ? Donc, j'ai considéré comme complètement inepte la sortie de M. Valls et de M. Hollande en morigénant Benjamin Netanyahou, qui ne fait que son job de Premier ministre de l'État d'Israël. Lui, comme avant lui Sharon et comme avant lui Ben Gurion, c'est le boulot des Israéliens que de faire venir le plus de Juifs possible dans l'État juif. C'est comme ça. Donc, j'ai trouvé, du coup, cette sortie non seulement totalement stérile, mais même suspecte. Parce que, est-ce que ça ne voulait pas dire... Alors, je n'ose penser que ça venait après l'incroyable sortie de M. Dumas, qui parlait des influences juives de monsieur Valls, parce qu'il a une épouse juive. À mon avis, c'est une projection psychologique de la part de Dumas. Le chantre de la morale, de gauche, entre parenthèses. Cette gauche, soi-disant très judéophile. Mais c'est une projection psychologique, parce que je rappellerai quand même, en passant comme ça, que le chantre de la morale, qui a complètement chanstiqué, il s'en vante en plus, le résultat des élections présidentielles en sauvant la République, sans doute par antiracisme, comme on le voit, hein, c'est quelqu'un qui avait des intelligences sous la couette, pendant qu'il était ministre des Affaires étrangères, avec Madame Hodgé, la veuve du marchand d'armes, qui n'était autre que la fille de Moutlaff Atlas, ministre de la Défense de la Syrie. On n'est pas là pour faire le procès de Roland Dumas, d'autres le feront à notre place. Mais moi, je suis là pour dire ce que je veux. Hein. Vous êtes avocat, vous n'êtes pas procureur habituellement. Donc, non, mais écoutez, je ne comprends pas votre sortie. C'est simplement, vous faites allusion à des actes. Je dis simplement, concernant Roland Dumas, nous n'avons pas la capacité de dire si je dis simplement qu'il est curieux, de la part de quelqu'un qui parle d'influence, d'avoir entretenu un moment où la Syrie était une... Et il y aurait beaucoup à dire sur la Syrie d'aujourd'hui, était une puissance qui tuait un ambassadeur de France en Syrie, M. Delamarre, avait des intelligences avec
la fille du ministre de la Défense, n'est-ce pas, et qui ensuite va dauber sur les influences des autres. Ce sont vos propos. Oui, oui. Pour revenir, simplement, j'aurais une question supplémentaire pour revenir sur le thème de l'ALIA, donc du retour vers Israël des Juifs de France. Comme je le disais, vous avez demandé la double nationalité en 2000. Est-ce que vous, à titre personnel, vous l'avez fait dans une démarche qui se disait que peut-être un jour vous devriez retourner en Israël ou aller en Israël, puisque vous êtes français, par crainte de la situation qui dégénérait? Oui, c'était une démarche à la fois prophylactique et symbolique. C'est que moi, je n'ai jamais renié ma double fidélité à l'égard de la France et d'Israël. Je suis le président de France-Israël. Ma doctrine, telle que je l'ai sortie dans un slogan, c'est lorsque je défends Israël, je défends la France, et quand je défends la France, je défends Israël, parce que je pense que c'est avant tout l'État-nation occidentale de la France ou d'Israël qui est attaqué par l'islamisme ou par l'islamo-gauchisme et par tout ce que vous savez et qui font évidemment tant de mal, par exemple dans notre pays, qui est incapable, par exemple, de défendre les lois républicaines de régulation des flux migratoires. Bien, donc je pense totalement dans ma logique, totalement dans ma défense, et moi je préfère avoir une double fidélité qu'une infidélité totale, comme on voit tellement de Français aujourd'hui. Voilà. Est-ce que l'État laïque, c'est un État qui, aujourd'hui en France, est susceptible de protéger? Quand on regarde les uns et les autres, on se dit que les chrétiens se plaignent de christianophobie, et on voit aussi d'ailleurs des actes de christianophobie très nombreux en France. Les juifs, les Français juifs se plaignent de l'antisémitisme, et on voit des actes meurtriers qui démontrent cela. Les musulmans disent aussi qu'il y a une montée très forte des actes d'islamophobie. Enfin, la violence n'est pas la même. Dieu merci, personne ne rentre dans les écoles musulmanes pour tuer des enfants. Nulle part. Hein. Il faut quand même un petit peu envoyer dos à dos. Toujours est-il, est-ce que l'État laïque tel qu'il existe aujourd'hui est la réponse adéquate à la situation? Est-ce qu'il faut changer les choses, changer les règles? Vous savez, alors, deux réponses. D'abord, la christianophobie telle que vous l'appelez, elle n'est pas limitée à la France. Elle est loin d'être limitée à la France. Cette christianophobie, celle-là encore, on n'a pas voulu la voir pendant des années. Moi, je me souviens dans une émission chez TADI, il y a 4-5 ans seulement, lorsque j'ai osé parler du malheur des Coptes en Égypte, mais ça a été un volet de bois vert avec Madame Alibi ou je ne sais plus avec qui d'autre. On n'avait pas le droit de parler du malheur des chrétiens en terre d'islam. D'ailleurs, je vois qu'on a le droit de parler de terre d'islam, mais pas de terre chrétienne. Hein, imaginez que je parle de terre chrétienne, alors que ça ne fait bondir personne lorsqu'on parle de terre d'islam, en passant, hein, au niveau du pouvoir des mots et de la défaite des mots qui précèdent, bien entendu, la défaite de la pensée. Mais les chrétiens eux-mêmes sont responsables. Le Vatican a eu beaucoup de mal à reconnaître la détresse des chrétiens en terre d'Orient, notamment parce que l'Église d'Orient était plongée dans une terrible dimitude où ils pensaient que moins on en parlait, mieux ça se passerait. Je me souviens d'un dernier synode, il y a 4-5 ans, où on a voulu parler justement des malheurs des chrétiens en terre d'islam, et ça s'est fini à la requête des chrétiens d'Orient sur une déclaration antisioniste. Allez comprendre quelque chose. Seulement maintenant, les chrétiens osent parler de la détresse des chrétiens en terre d'Orient, mais c'est un peu tard, ils sont partis. Ils sont partis, les pauvres. Voilà la situation telle qu'elle se trouve. Vous savez, c'est bien gentil de faire porter la responsabilité sur l'islam, mais c'est avant tout, le combat, il est à mener avant tout dans nos têtes. Je suis complètement persuadé que si nous sortions de 30 ou de 40 ans de décérébrations qui ne sont jamais arrivées dans l'histoire de l'humanité, cette décérébration insidieuse, au goutte à goutte, au jour le jour, ça n'est jamais arrivé. Quand un homo soviéticus lisait la Pravda, il la lisait en se bouchant le nez, donc c'était pas grave, il prenait, il laissait. Ça fait 3 ou 40 ans que les gens, les magistrats, les profs, les soi-disant élites, ils prennent le métro le matin avec Libération, ils reprennent le métro le soir avec Le Monde. Mais comment voulez-vous que ça se passe autrement? Le combat, c'est pour ça que j'y crois beaucoup, c'est un combat contre la décérébration.
Dernier point, vous n'avez pas répondu, est-ce qu'il faut changer les règles? Est-ce que l'État doit changer de comportement à l'égard des religions? D'abord, je ne suis pas spécialiste. Des 3 religions monothéistes. D'abord, je ne pense pas que ce combat sur la laïcité il soit central. Je pense que vous avez un islam radical qui teste la résistance des États-nations occidentaux dans le cadre d'une volonté de conquête par les ventres, puisqu'ils le disent ainsi, par les esprits, par la violence, par l'intimidation. Et donc, l'histoire du voile, et où je ne suis pas arc-bouté, parce que mais c'est un test, donc il faut répondre, ils testent. On répond. Mais je crois qu'on se trompe. Ces histoires de liberté d'expression, ces histoires de laïcité, ce sont des prétextes. Le combat central, il reste aux frontières. Monsieur Valls parle de politique de peuplement, il a bien raison, mais il devrait commencer à l'appliquer aux frontières de la France. Vous avez réaffirmé les origines chrétiennes de la France. Alors, faut-il rechristianiser la France justement pour nous sauver de cette menace terroriste? Je ne crois pas. Ça, c'est l'affaire des chrétiens. Je crois qu'il faut penser aux racines. Il faut défendre l'histoire de France. Est-ce que vous vous rendez compte? Laurent Deutsch, est-ce que vous vous rendez compte? Laurent Deutsch, il traite dans son livre d'histoire des Sarrasins. Il parle des Sarrasins avec leur francisque. Et vous avez quelques historiens dans une pétition qui veulent justement le mettre à l'index avec des gens du front de gauche, non pas parce qu'ils disent qu'il aurait attenté à l'historicité, mais parce qu'ils disent que, vu maintenant, avec justement, sous le prisme de maintenant, ce serait rétrospectivement quelque chose de raciste. On est donc bien dans une sorte de révisionnisme de l'histoire. La bataille, elle est là. C'est une bataille des idées. C'est un combat culturel. Et dans ce combat culturel, il faut d'une certaine manière, imiter nos maîtres en la matière, qui sont les trotskistes. C'est-à-dire qu'il faut les traiter avec causticité, avec une méchanceté de bonne aloi, mais qui ne soit pas excessive. On est en train de le gagner, le combat. Je pense que nous sommes en train de le gagner. Mais est-ce qu'il est midi moins 5 ou est-ce qu'il est midi 5? Allez, il est midi moins 5. Allez. Merci, voilà. M. Goldnadel. Merci beaucoup.